mesdames et messieurs, et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui, on est le mardi 30 mai 2023. Il est 10h30 et nous allons vous accompagner jusqu'à 11h30. On est en direct, c'est sur Canal Algérie, bien sûr. Et aujourd'hui, on va parler d'un fléau qui touche de plus en plus tout le monde en général, que ce soit les enfants ou les adultes, mais aujourd'hui ça sera spécial enfant. Donc le thème du jour est le suivant: surpoids infantile, un suivi sur mesure. Alors les taux de surpoids chez les enfants et les adolescents n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Selon l'OMS, le nombre d'enfants en surpoids a augmenté de 60% entre 1990 et 2020. Notre mode de vie est en cause, bien sûr. Notre mode de vie a beaucoup changé et évolué ces dernières décennies. Les adultes comme les enfants sont de plus en plus sédentaires. On passe beaucoup trop de temps en face de nos écrans avec des conséquences comme le surpoids. Alors, à quel âge faut-il s'inquiéter? Faut-il mettre les enfants au régime? Tiens, ça c'est une bonne question. Est-ce qu'on peut faire un régime à un enfant ou pas? Comment réagir? Comment mettre en place de bonnes habitudes? On en parle aujourd'hui avec nos spécialistes. Avec nous, Monsieur Moustapha Bali, vous êtes coach sportif. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Merci. Wahida Salim Cheikh pour sa rubrique WeShare. Bonjour Wahida. Bonjour Mounia. Ça va? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Et bien sûr, va nous rejoindre dans un petit moment Dr Abdelkrim Houbi, qui est pédiatre, et il va nous dire ce qu'il faut faire exactement, à quel moment se rendre compte que notre enfant est peut-être en surpoids, quels sont les signes qui doivent nous alerter. On en parlera en tout cas dans un petit moment avec lui, mais on va commencer avec le sport, avec vous, coach. Alors, est-ce que vous êtes coach, vous êtes coach avec des enfants, justement. Ouais. Est-ce que vous recevez justement en salle des enfants qui sont en surpoids? Est-ce que c'est plus fréquent, on va dire, ces derniers temps? Ces derniers temps, c'est plus fréquent qu'avant. Parce que donc, les enfants, comme sachant que les moyens de technologie, avant ça, donc, ils sont toujours devant leur écran, toujours... donc, il y a le problème de sédentarité. C'est ce qui a créé le problème. Oui, c'est vrai que avec les écrans, ça n'aide pas vraiment. On est plus jeune, on passait plus de temps dehors à courir, à jouer à la marelle, par exemple. Oui. Et puis, avec l'arrivée des écrans, des tablettes, des téléphones, on est plus là, on est attiré, hypnotisé par nos écrans qui font qu'on passe beaucoup plus de temps dessus, n'est-ce pas? On en parle souvent dans nos émissions, on revient souvent vers tout ce qui est écran, tout ce qui est addiction, parce que ça devient une addiction, mais malheureusement, on le voit. Moi, personnellement, quand je raconte encore une fois ma vie, chaque matin, je passe devant des écoles, je pense que des parents vont se reconnaître, je passe devant des écoles et je vois de plus en plus d'enfants qui sont en surpoids, que ce soit des filles ou des garçons. Et le problème, c'est que le matin, je les vois en train de manger des chips, de prendre des jus. Très mauvaise habitude. D'ailleurs, je passe devant une école primaire où il y a une alimentation générale, il y a une chaîne comme pas possible. C'est souvent le cas, il y a toujours un magasin alimentation générale juste à côté, ou une supérette juste à côté de l'école, parce que ça incite en quelque sorte les enfants à aller acheter quelque chose. On passe à l'alimentation juste à les goûter, et puis souvent quand on est à l'intérieur, on fait de très mauvais choix, on pense plus à prendre des chips, voilà. Exactement. Des jus, ce genre de choses. Donc, ces produits synthétiques, on recommande à les éviter. Oui. Tout ce qui est artificiel, en tout cas, est plein de sucre. Exactement. Donc, si on veut parler d'une bonne alimentation, on va parler d'un équilibrage alimentaire. Pour les enfants, ils souffrent d'obésité. Exactement. Mais souvent, on pense à l'alimentation, quand on parle surpoids pour les enfants ou pour les adultes, on pense à l'alimentation, mais il y a aussi autre chose qui rentre en compte. Il y a d'autres facteurs aussi qui font qu'un enfant ou qu'un adulte risque de se retrouver en surpoids. Il n'y a pas que l'alimentation. Enfin, c'est un tout, on va dire. Oui, c'est un mode de vie. Voilà. Donc, quand il y a un mode de vie sédentaire, c'est ça le problème. N'aide pas. Ouais, exactement. Donc, il faut que les parents donnent un exemple pour leurs enfants. Et on n'est pas les mieux placés pour donner des exemples, parce que nous aussi, c'est vrai que nous aussi, on n'a pas vraiment le bon exemple. On est souvent aussi face à la télé, face à nos écrans. Et puis, après une longue journée de travail, on veut juste s'allonger et puis passer un bon moment, même si on peut le faire autrement. C'est pour ça, même si les enfants ne font pas du sport, nous, on recommande de faire des promenades, des sorties en vélo. Donc ça aide beaucoup les enfants à s'habituer à ce rythme de vie. Oui, à se dépenser un petit peu. Exactement. Donc, pas forcément le sport, pas forcément les activités physiques en salle. Donc les promenades, les sorties en vélo, les sorties en parents, donc ça aide beaucoup l'enfant à s'habituer à ce rythme de vie. Et en général, les enfants adorent courir. Voilà. Mais souvent à la maison, arrête de courir, tu vas te faire mal. Nous, c'est le problème qui se pose
généralement en salle. Les enfants, dès qu'ils arrivent à la salle, ils commencent à courir. Oui, Ils commencent à courir dans tous les sens. Et c'est bien de voir un enfant courir dans tous les sens parce que c'est un signe de bonne santé. Voilà, exactement. Donc l'enfant, il aime jouer. Donc il faut qu'on le laisse faire ce qu'il veut. Et il faut un petit peu bannir ces mauvaises habitudes qu'on a avec les écrans et tout ça. Exactement. On peut pas se... On ne peut pas arrêter, voilà. La technologie, on ne peut pas l'arrêter, c'est clair. Mais on peut un petit peu changer notre mode de vie. Oui, on peut adapter notre mode de vie mal les moyens de technologie qui sont actuellement... Est-ce qu'on peut inscrire son enfant? À quel âge déjà on pourrait inscrire son enfant à faire du sport, qu'il soit en surpoids ou pas? À quel âge, l'âge idéal pour commencer le sport pour un enfant? Je dirais 5 ans, 6 ans. D'accord. Avant, c'est encore trop jeune? Non, avant, comme je disais tout à l'heure... Ils sont plus en train de courir dans tous les sens. C'est plus difficile à gérer. Exactement, c'est difficile à gérer en salle. Oui. C'est pour ça que j'ai recommandé les sorties en plein air, les sorties en vélo avec les parents. Donc ça aide beaucoup les enfants à s'habituer à ce rythme de... Parce qu'en salle, c'est un petit peu plus strict. Exactement. Voilà, on doit faire certains mouvements. Si on doit faire un certain sport, il ne faut pas bouger non plus dans tous les sens et tout ça. Donc, il y a des règles à suivre. Exactement. Voilà. Et justement, quand on commence à 5 ans, 5-6 ans à peu près, avec la scolarité en même temps, donc du coup, les enfants ne sont libres que les mardis après-midi, le vendredi et le samedi. Est-ce qu'on va les inscrire à faire un sport le mardi, vendredi? En général, c'est ce qu'ils font, même pour les clubs sportifs, c'est mardi après-midi, vendredi et samedi matin. Généralement, c'est les jeudi soir, vendredi, que ce soit matin ou soir, les samedis et les mardis soir. Voilà. Donc, le petit enfant, généralement, quand il s'entraîne, il est en train de jouer. Oui. Donc, il ne fait pas un effort physique, à chaque fois, il revient. Il s'entraîne aujourd'hui, après, demain, il s'entraîne, donc il n'y a pas de problème. Il voit ça comme un jeu. Exactement, un moyen de s'amuser, de se dépenser. Parce qu'en général, les adultes, quand on commence à faire du sport, on ne voit pas ça comme un jeu, sincèrement. On en a parlé hier, oui. Et puis, il y a le problème aussi. Je ne sais pas si les enfants ont ça, mais vous allez me dire justement, parce qu'en tant qu'adulte, quand on commence du sport, et surtout si on n'a pas fait de sport avant, ou si on n'a jamais fait de sport, la première séance, 2 jours après, c'est des courbatures et on a mal partout. Est-ce que les enfants peuvent avoir des courbatures? Oui. Oui, mais ça ne va pas les freiner? Exactement, ça ne va pas les freiner en même temps. L'enfant, ça ne doit pas être une séance intense qui va provoquer des courbatures après. Donc, il faut qu'elle soit adaptée à l'âge, au poids. La morphologie, oui, bien sûr. Exactement, la morphologie. Donc, on ne peut pas faire une séance intense pour un enfant. D'accord. D'ailleurs, les charges externes, quand on parle des charges externes, comme la musculation, on commence à les donner aux enfants à partir de l'âge de 15 ans, 17 ans. D'accord. On peut ajouter de la charge externe. Après, l'âge de 5 ans à 15 ans, on travaille avec le poids du corps, on travaille tout ce qui est cardio, on travaille, donc voilà. D'accord, très bien. Alors, ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Yasmine Blehidja, justement, qui est allée dans une salle de sport pour enfants. On voit ça tout de suite. Courir le plus rapidement possible, jouer, sauter et plein d'autres exercices qu'on appelle le CrossKids. Des enfants âgés de 3 à 13 ans s'épanouissent dans une séance de CrossKids, en moyenne de 2 fois par semaine. Je suis ici pour travailler avec les enfants à partir de l'âge de 3 ans et demi. On fait le CrossKids, c'est un mélange de plusieurs activités. Il y a la gymnastique, on travaille la motricité, on travaille la coordination, on fait beaucoup plus des ateliers et on travaille l'endurance aussi. Voilà. Et on aide beaucoup plus les enfants à s'adapter. On fait ici 3 fois par semaine, 1 heure par jour. On est là le week-end, vendredi, samedi et mardi après-midi quand les enfants ils sont pas cours. J'ai 8 ans, je fais du crossfit. Je fais 2 fois par semaine, le samedi et le mardi. Je fais du crossfit, on fait du boxe, on fait de la boxe, on fait le tapis, on fait le vélo. Une pratique qui vise à renforcer les muscles avec pour objectif de supprimer les mauvaises habitudes dans les gestes du quotidien, comme soulever une charge. Et bien sûr, tout ceci en s'amusant.
Ici, moi, je fais bien du sport. On a fait la marraine, on a sauté un pied, on a fait les 2 pieds et on a sauté un par un et on a fait un grand couple et on était tous des amis et on a fait la 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 et on était tous ranés et on a fait bien. Et tu viens combien de fois par semaine ici? 2 fois et bientôt 3 fois. Le sport pour les enfants, il est très important. Et ça les aide à améliorer leur santé, leur motricité, ça les aide à devenir sociables, ça les aide aussi physiquement et mentalement beaucoup plus. J'ai 10 ans et ici je fais de la gym et du crossfit. Je fais 1 fois par semaine crossfit et 1 fois gym. Oui, je me sens beaucoup plus forte après une séance ici. Comme chaque sport, il n'y a pas de risque sur les enfants. C'est un sport complet. C'est un mélange de plusieurs activités. Du coup, il n'y a pas de risque sur les enfants. Au contraire, ça va les aider à améliorer s'ils ont un problème de posture, s'ils ont un problème de motricité, s'ils ont un problème moteur. Beaucoup plus, ça va les aider. Je suis venue faire du crossfit et aussi du sport. Oui, d'accord. Et tu as fait quoi comme exercice? On a fait la roue, on a fait des échauffements, on a fait beaucoup de trucs. J'aime bien faire le sport ici. Le CrossKit, un nouveau sport où on ne parle pas de performance, mais d'activité physique adaptée. Un esprit de prendre soin de son corps en groupe. Prendre soin de son corps dès le jeune âge, c'est très important. Et là, on l'a vu pendant le sujet, les enfants étaient plus là à s'amuser et puis à passer un bon moment avec leurs copains-copines. Voilà. Exactement, c'est ça. Avec nous vient de nous rejoindre Dr Abdelkarim Houbi. Vous êtes pédiatre. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on parle de surpoids aujourd'hui. Alors, j'ai oublié de vous donner le numéro de téléphone. Le thème du jour, surpoids infantile, un suivi sur mesure. Donc, si vous voulez nous poser des questions ou si vous voulez témoigner, une seule chose à faire, un seul numéro à composer, le suivant, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Alors, docteur Houbi, comment peut-on savoir si un enfant est en surpoids? Parce qu'en général, chez nous, on aime bien les enfants qui sont un petit peu potelés, surtout quand ils sont tout petits. Exactement. Exactement, voilà. Exactement. Donc on aime ça. Donc à quel moment doit-on s'inquiéter? Comment savoir que notre enfant est en surpoids? Bon, tout d'abord, pour définir le surpoids ou l'obésité chez l'enfant, c'est une adiposité excessive. C'est ça, c'est le tissu adipeux qui est très très important. Et on ne peut pas dire que tel enfant il est obèse ou il est en surpoids là sans prendre des mesures. Ce qu'on appelle les mesures anthropométriques, c'est quoi? Le poids et la taille. L'IMC? L'IMC, c'est après. C'est-à-dire quand on prend le poids et la taille, pour dire que cet enfant est en surpoids ou non, on fait l'IMC, l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, facile à calculer, c'est le poids sur la taille au carré. Donc ça donnera une mesure avec kilogrammes sur mètre carré. Et ce qui est important à signaler, c'est que chez l'adulte, l'indice de masse corporelle, c'est poids et taille, point. Et chez l'enfant, non, il y a d'autres facteurs qui interviennent, c'est en fonction du poids, de la taille, en fonction du sexe et de l'âge de l'enfant. C'est pour ça que j'attire l'attention des gens, quand il y a des appareils qui prennent le poids et la taille au niveau des pharmacies, des supermarchés et tout, poids et taille, ils nous demandent est-ce que vous voulez l'IMC, et ils donnent l'IMC. Oui. Pour l'enfant, ce n'est pas juste. Parce que l'appareil ne peut pas savoir si c'est une fille ou un garçon qui est là et quel âge il a. De toute façon, si les appareils demandaient les dates de naissance, je pense que les adultes ne montraient pas. donc, chez l'enfant, il y a des facteurs, il y a le sexe et l'âge qui interviennent. C'est pour ça qu'il y a une courbe d'IMC, et cette courbe d'IMC, elle a une particularité. C'est qu'on voit la courbe de l'âge de 0 jour à l'âge de 1 an, c'est une courbe ascendante. Puis à partir de l'âge de 1 an, elle commence à descendre, jusqu'à arriver jusqu'à 5-6 ans. Ça ne correspond pas un petit peu à l'âge de la marche? L'âge de la marche, l'âge du développement, parce que les premières années, c'est les années où l'enfant fait beaucoup d'activités, c'est-à-dire tout en marchant. Il fait beaucoup, son corps est trop sollicité pour la dentition, la marche, l'alimentation et tout. Donc, il y a cette courbe qui va descendre jusqu'à l'âge de 5-6 ans. C'est ce qu'on appelle le rebond. Puis après, elle commence à remonter progressivement.
Là, c'est une courbe physiologique. Maintenant, si on voit que cette courbe elle est perturbée, par exemple, à l'âge de 3 ans, on voit le rebond. Ça y est. Le rebond, c'est le point le plus faible de cette courbe d'IMC. Si on le voit à 3 ans, on le voit, ou à 4 ans, ça veut dire que cet enfant est prédisposé et il risque une obésité. Pourquoi? Parce que après la remontée, elle sera précoce par rapport à l'âge de 6 ans. D'accord, très bien. Est-ce que, par exemple, les enfants s'autorégulent par rapport à la nourriture ou pas? Est-ce que, justement, avant l'âge rebond, est-ce qu'ils s'autorégulent ou c'est aux parents un peu de tout structurer dès la naissance? C'est aux parents de guider pour que les enfants prennent l'habitude après. Et c'est pour ça qu'il y a des enfants qui sont en excès pondéral, en surpoids, quand il y a un environnement familial qui est un peu particulier aussi, une alimentation des parents qui mangent à n'importe quel moment, qui ne dînent pas tôt le soir, puis on dîne tard, c'est pas bon. Qui permettent à leurs enfants de prendre leur petite assiette et d'aller en face à la télé, d'aller dans leur chambre, qui permettent aux enfants aussi de ne pas dormir tôt. Vous savez, quand l'enfant il veille, surtout les adolescents qui sont difficiles, quand ils veillent, ils ont tendance à grignoter. Et déjà, on voit l'enfant qui veut veiller, l'adolescent qui veut veiller, quand il rentre dans sa chambre le soir, on a l'impression qu'il est passé par une supérette avec un sachet, il y a sucré, salé, tout. Ça, c'est très important. Et justement, on a tendance, avec les bébés, avec les enfants, à toujours vouloir leur donner plus. Non, il faut qu'ils rajoutent. Quand l'enfant dit stop ou qu'il ne veut pas rajouter, on dit souvent il faut que tu finisses ton assiette, c'est pas bien c'est du gaspillage et tout ça. Quand ils sont bébés, on trouve des astuces, il ne veut pas manger sa compote, alors je vais mélanger avec quelque chose qui va lui donner un autre goût, ça donnera envie. Ou des astuces, tu as la cuillère, au début je mets un petit peu de petit suisse, derrière je mets les légumes et de la belle en quelque sorte. C'est des mauvaises habitudes. Voilà. Mauvaises habitudes, pourquoi? Parce que nous, on reçoit en consultation déjà beaucoup de parents qui s'inquiètent plus parce que l'enfant ne mange pas. Ils disent que l'enfant ne mange pas beaucoup, ne mange pas assez. Et là, dès qu'on prend le poids à la taille de l'enfant, on fait l'IMC, on trouve que l'enfant est dans les normes de la courbe. On essaye de dire aux parents, il n'y a rien. Tant qu'il se développe bien, tant qu'il a une bonne croissance, il n'est pas obligé de terminer son assiette s'il n'en veut plus. S'il n'en veut plus. Et puis, il faut aussi respecter un peu cet enfant, parce que ça nous arrive, nous les parents, par exemple, il y a des parents, un adulte qui n'aime pas telle texture ou tel aliment, laissez l'enfant ne pas aussi l'aimer, il s'adaptera après, c'est tout. Il n'est pas obligé de prendre tout, vu que nous, on ne prend pas tout aussi. Exactement. Ça, c'est important. Maintenant, les habitudes alimentaires de la famille interviennent beaucoup dans les habitudes futures de l'enfant. Oui. Si c'est une famille où on ne mange pas à l'heure, comme vous l'avez dit, si les repas ne sont pas bien calés, on va dire, le petit déjeuner à l'heure, le déjeuner, le dîner, et puis le grignotage aussi, on a tendance à voir aussi les enfants souvent venir dire « Maman, j'ai faim ». Alors qu'ils viennent de prendre un goûter il y a à peine une demi-heure. Qu'est-ce qu'on doit faire à ce moment-là? Est-ce qu'on doit donner quelque chose ou est-ce qu'on doit dire non, le goûter tu l'as eu il y a 30 minutes, maintenant il faut attendre le dîner? Comment on doit réagir à ce genre de situation? C'est vrai qu'il faut dire à l'enfant, il faut attendre le dîner. Et si l'enfant, par exemple, il insiste, ça veut dire qu'il a vraiment faim. Il a vraiment faim. On peut lui donner par exemple, un petit bout de pain avec une tartine au fromage. Voilà, une tartine au fromage, pour ne pas gâcher le dîner, mais ne pas surtout donner à l'enfant une sucrerie en attendant que le dîner soit prêt. Ça, c'est pas... La sucrerie va faire l'effet inverse, on va dire. L'effet inverse. D'ailleurs, il va pas manger. Puis, il va être rassasié rapidement. Puis il y a une chose aussi importante, je veux dire que les parents ne doivent pas donner trop de, je dirais, trop de sucreries et faire trop de gâteries alimentaires aux enfants. On a tendance à faire un petit peu, on va dire, du chantage avec la nourriture. Si tu finis ton assiette, tu auras ton dessert, des récompenses. Si tu fais tes devoirs, tu auras un gâteau. Si tu restes sage, si tu dors tôt, si ce genre de choses, tu auras un bonbon, du chocolat, ce genre de choses. On fait un petit peu de chantage aussi avec la nourriture et c'est une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée. Puis nous, on a tendance à expliquer aux parents, à leur dire, apprenez à votre enfant assez tôt à se mettre à table avec vous. Maintenant, il faut que cette famille aussi ait de bonnes habitudes alimentaires. Sinon, ça ne sert à rien. Puis, dans l'introduction des aliments,
c'est vrai qu'il y a beaucoup de mamans qui nous disent pour introduire un aliment que l'enfant ne veut pas, je mets un peu de yaourt au début de la cuillère, je mets un petit morceau de cet aliment qu'il n'aime pas. Là, c'est un grand risque qu'on prend. Pourquoi? Parce que l'enfant, s'il découvre, il découvre, c'est sûr, qu'il y a ce petit morceau, et bien un autre jour, il n'aimera même pas du yaourt. Ils sont Ce qui était devant. Oui, ce qui était devant n'est pas accepté. Il faut savoir aussi, quand on commence une diversification, par exemple, pour un enfant, il ne faut pas commencer trop de choses à la fois. Un aliment à la fois et une nouveauté à la fois. Une nouveauté, quand on dit une nouveauté, c'est-à-dire quand il commence la cuillère c'est nouveau aussi. Oui. La cuillère, c'est nouveau. Voilà. La cuillère, c'est nouveau. On ne peut pas donner la cuillère et 2 aliments nouveaux. On peut par exemple commencer le lait avec la cuillère. Ça pourrait être une astuce. Voilà, on peut commencer ça. Comme on peut commencer aussi les petites soupes pour l'habituer aux différents légumes et tout, par le petit biberon aussi. Oui. Très bien. Alors, quels sont les facteurs en général, enfin au final, quels sont les facteurs justement, les facteurs qu'on pourrait appeler facteurs obésogènes, qui font qu'un enfant risque d'être en surpoids? Alors, l'obésité ou le surpoids chez l'enfant est complètement différent du surpoids chez l'adulte. L'obésité chez l'enfant, c'est un problème psychosocial. C'est très, très important, un problème psychosocial. Et le seul facteur qui est confirmé à l'origine de cette obésité chez l'enfant, c'est le facteur génétique. C'est-à-dire, ce n'est pas n'importe quel enfant qui peut devenir obèse. Il faut qu'il y ait une prédisposition familiale, une prédisposition génétique. Et c'est pour ça que chez les enfants, par exemple, chez les enfants qui n'ont pas d'antécédents familiaux d'obésité ou de surpoids, on surveille l'enfant, poids et taille, on surveille jusqu'à l'âge de 6 ans, on surveille par exemple une fois au début. Quand on prend le petit jusqu'à l'âge de 3 ans, à chaque consultation qui est mentionnée sur le carnet de santé, on fait le poids et la taille. Et puis après, à partir de l'âge de 6 ans, on prend une fois par an, c'est suffisant. D'accord. Maintenant, quand c'est un enfant où il y a une prédisposition génétique, c'est-à-dire il y a de l'obésité chez la famille, là, avant l'âge de 3 ans, on fait le poids et la taille à chaque consultation, selon le carnet de vaccination, carnet de santé. Et après l'âge de 3 ans, on est obligé de prendre le poids et la taille chaque 6 mois. D'accord. Chaque 6 mois. Ça, c'est la chose qui est un peu difficile parce que chez nous, les habitudes font qu'on ne voit l'enfant que quand il est malade. C'est tout. On n'a pas de consultation Oui, ça, je dirais, c'est l'erreur des parents. Il y a l'erreur aussi des médecins. Nous, les médecins et les professionnels de la petite enfance, c'est que souvent, on ne reporte pas le poids et la taille quand on examine l'enfant. D'accord. Donc, on voit des carnets qui sont vides parfois. Donc, le carnet de santé, parce que si je reçois maintenant un enfant âgé de 6 ans et je vois qu'il est en surpoids, parce que ça m'intéresse de voir est-ce que ce rebond était précoce ou non. Donc, ça m'intéresse de voir comment il était. Si je trouve que le carnet est déjà rempli, poids et taille, mais allez, pas sur la courbe, moi, je fais la courbe. D'accord. En fonction de la date où il a été examiné, je vois l'âge qu'il avait en ce moment-là, je fais le poids et la taille, je fais la courbe. Maintenant, si c'est vide, c'est vide. Parce qu'en général, les consultations, c'est quand l'enfant est malade. Et on a aussi une mauvaise habitude, les parents, on ne va pas culpabiliser les parents, pas du tout, mais on a cette habitude où quand il y a une urgence, on va dans une clinique privée parce que le soir c'est ouvert et souvent les enfants tombent malades le soir. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le soir et les week-ends. Le soir et les week-ends, voilà. Donc du coup, il n'y a pas de suivi et on n'a pas cette culture du médecin, du même médecin dès la naissance jusqu'à l'âge adulte, le médecin de famille, que ce soit le généraliste ou le pédiatre. Ça, c'est une habitude qu'il faudrait instaurer. Oui, exactement. Donc du coup, c'est à ce moment-là où on se retrouve avec des carnets un petit peu vides, n'est-ce pas? Et moi, je veux aussi attirer l'attention aux imprimeurs qui impriment les carnets de santé de l'enfant. Le carnet de santé de l'enfant, c'est très important. Ce n'est pas un carnet de coloriage, ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un carnet de jeu. C'est un carnet de santé, ça va avec la carte d'identité, le livret de famille, tout ça, parce que le carnet de santé, c'est très, très important. Donc, souvent, il nous est difficile de tracer une courbe sur un carnet de santé. Pourquoi? Parce que la courbe, elle n'est pas bien faite. Et puis, on voit une courbe, par exemple, 3e percentile ici en bas, 3e percentile, il monte en haut dans l'autre partie de la courbe parce que la courbe a été mal faite. Imprimée sur 2 feuilles et c'est décalé. Voilà, avec un décalage. Et ça, c'est
Il faudrait peut-être revoir les carnets de santé pour que ça soit plus facile à utiliser. Nous, en général, pour les maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé d'imprimer des carnets de santé, des courbes sur Internet pour faire vraiment la vraie courbe. Mais je dirais qu'il est important pour nous d'avoir un carnet correct. Pour vous faciliter la tâche à vous et aussi pour les enfants. C'est important, un carnet de santé, c'est important. Exactement. Donc, justement, en parlant de la santé de l'enfant et le carnet de santé, c'est le carnet dès la naissance de l'enfant. Et à la naissance de l'enfant, il y a un poids. Est-ce que ce poids-là pourrait être un indice sur le poids de naissance d'un enfant, par exemple, si c'est un gros bébé? Souvent, on est content, on dit « Ah, il a pesé 4 kilos. Hein. » Ça ne veut pas dire grand-chose à chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il y a des études qui ont été faites et qui ont montré que les enfants, les nouveau-nés macrosomes, ce qu'on appelle les nouveau-nés macrosomes, c'est que les nouveau-nés qui naissent avec un poids important, dans 8% des cas, ils ne seront pas obèses, enfants obèses. Et par rapport aux enfants qui naissent hypotrophes, c'est-à-dire avec un petit poids, la différence n'est pas grande. C'est-à-dire qu'un enfant macrosome, s'il n'a pas cette génétique d'excès de poids, de surpoids dans la famille, et il n'a pas de grand risque d'être obèse par rapport à l'autre enfant. D'accord. Alors quand on se rend compte que son enfant est peut-être en surpoids, ou si le médecin nous dit que voilà, il est en surpoids, comment se déroule la prise en charge? Alors, la prise en charge n'est pas facile, pas du tout. Parce que déjà, il faut c'est-à-dire diagnostiquer ce surpoids, donc avec les données anthropométriques, poids, taille, IMC. Une fois qu'on découvre que l'enfant est en surpoids, là, il faut savoir aussi, il faut savoir l'annoncer, il faut savoir lui dire et lui faire ses petites remarques. Pourquoi? Parce que j'avais dit au début que c'est un problème psychosocial. Parce que les enfants qui sont en surpoids, ils sont maltraités par les camarades de classe. Même en famille, c'est le petit gros. Puis après, il y a l'estime de soi qui va diminuer, le bien-être psychologique qui va diminuer cet enfant. Donc, moi, généralement, comment je fais quand il rentre l'enfant en consultation, quand je vois déjà qu'il est probablement en surpoids avant de prendre l'IMC, je prends le poids et la taille, je fais mon IMC, le temps qu'il monte sur la table. Quand il monte sur la table, si je trouve que l'IMC va vers le surpoids, je commence. Quand j'examine l'enfant, je lui dis par exemple, tu as un petit ventre là, tu as un surpoids, il faut diminuer la prochaine fois, tu diminues, je te donnerai quelque chose. Oui. Et c'est comme ça, c'est-à-dire je ne lui ai pas dit que tu es obèse. Oui. Je ne lui ai pas dit que tu es en surpoids, mais l'enfant, il garde toujours les petites remarques que le médecin lui fasse. Et aussi, il prend le point important, c'est que je te donnerai quelque chose. C'est pour ça que moi, je me dis que les pédiatres, différemment aux autres médecins, ils doivent avoir un petit budget cadeau. Oui. Ça, c'est très important. C'est vrai. Très important. Ça aide beaucoup. Et là, puis après, pour annoncer le vrai surpoids, il faut essayer de discuter avec les parents seuls déjà. Et on ne peut pas discuter de l'enfant, parler de lui alors qu'il est là, parce que ça touche un peu à l'estime de soi, ça touche un peu à sa confiance en soi. Exactement. Moi, je vois beaucoup de petits de 3 ans, par exemple. Il est devant sa maman, quand elle commence à parler de lui, dans ses comportements, par exemple, il commence à lui donner de petites tapes. Moi, j'ai une fois un petit de 3 ans, il lui a dit « Ne parle pas de chez nous, de ce qui se passe chez nous. Oui. » Pour lui, le médecin n'a pas à savoir ce qui se passe chez eux. Ben oui. Et là, il faut demander aux parents, est-ce que vous êtes prêts qu'on prenne en charge ce surpoids? Parce qu'il y a des parents qui refusent, qui disent non, c'est comme ça, ses frères et sœurs étaient comme ça, ils sont bien maintenant et tout. Et chaque enfant ne ressemble pas à l'autre, voilà, c'est très important. Et puis, le fait que les parents, ça m'a un petit peu intriguée et surprise aussi, le fait que les parents ne veulent pas prendre en charge le surpoids parce qu'ils pensent que peut-être qu'avec l'adolescence, ça va partir. Ça va s'améliorer. Et qu'avec l'adolescence, ça se complique. D'accord. En général, ça se complique. Oui. L'adolescence, elle est difficile. C'est une période c'est la cata. Ça va être un complexe pour lui aussi. Voilà, exactement. Et c'est une prise en charge multidisciplinaire. Précoce. Voilà. Il faut une prise en charge précoce. Quand on découvre précocement le surpoids, on le prend en charge précocement. Et la prise en charge, je dirais qu'elle est difficile. C'est parce qu'il y a ce côté psychologique. Sinon, ce n'est pas une prise en charge médicamenteuse ou autre. Maintenant, c'est vrai que quand, par exemple, les enfants, quand il y a un enfant chez qui il n'y a pas de prédisposition familiale,
On n'a pas à s'inquiéter, on ne fait aucun bilan d'ailleurs. Quand il y a une prédisposition familiale, par exemple aussi un enfant d'une famille qui ont beaucoup de diabétiques, beaucoup d'hypertendus, là on fait un petit bilan à la recherche d'un diabète peut-être. Et c'est tout. Sinon la prise en charge par le médecin, par les parents, parce qu'il faut qu'il y ait une prise en charge pluridisciplinaire. Oui. Et les parents sont là, ils doivent être là. Ils ne peuvent pas nous laisser seuls s'occuper de cet enfant qui est en surpoids. Il y a préparer les parents aussi, s'ils acceptent qu'il y ait une prise en charge psychologique. Oui. Parce que, vous savez, la prise en charge psychologique dans notre société, elle reste taboue quand même. Elle reste taboue et que je profite de l'occasion pour dire aux parents, une prise en charge psychologique n'est pas une prise en charge psychiatrique. Exactement. Le psychologue n'est pas le psychiatre. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est malade. On a besoin d'un soutien pour aller vers une amélioration. Il y a aussi la prise en charge sportive, parce qu'il faut que l'enfant aussi fasse des activités. Ce n'est pas toujours évident d'inciter un enfant à faire du sport où on va dire quand il est en surpoids, on va dire l'obliger, j'aime pas trop ce mot-là, mais il devra faire des exercices, il devra faire du sport, et à ce moment-là, comment inciter cet enfant à faire du sport, coach? C'est pas évident. Ouais, c'est pas évident et c'est très difficile. Donc, qu'est-ce qu'on conseille? On conseille toujours de voir l'enfant lui-même, qu'est-ce qu'il veut faire comme sport. D'accord. C'est à l'enfant de choisir. En quelque sorte. Voilà. Voilà. On influence un petit exactement, peu. Exactement. Voilà. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il aime l'enfant comme sport? Il y a le football, il y a le volley, il y a la natation, il y a le cyclisme. Donc, les sports à Douma, c'est des sports connus. Ils regardent toujours à leur tablette, leur télé. Donc, à Douma, ils yarfouhom. Donc, on peut leur proposer ce genre de sport. Très bien. En même temps, il faut les accompagner. Par exemple, les week-ends, il faut faire des sorties. J'insiste sur ça. Il faut faire des sorties, il faut faire des promenades. Ça aide beaucoup. Exactement, exactement. Parce qu'en vrai, on ne peut pas leur donner, je ne sais pas si le docteur il est d'accord avec moi, on ne peut pas leur donner un régime alimentaire strict. Oui, exactement. On peut leur faire un équilibrage alimentaire sain pour qu'ils s'habituent à une vie, à des habitudes saines. Exactement. Mais justement, quand un enfant est en surpoids, c'est pas le même sport qu'il va faire. Enfin, pas le même qu'un enfant qui n'est pas en surpoids. Si un enfant veut faire du sport, on lui fait faire le sport qu'il veut, on va dire. Mais si cet enfant est en surpoids, est-ce qu'il y a des risques à faire le sport qui n'est pas adapté à son poids? Même nous, en tant que coach, quand il y a un enfant qui est en surpoids, il faut le prendre toujours en considération. Il faut être attentionné envers cet enfant parce que il n'est pas comme les autres. Voilà, il va se sentir déjà marginalisé par rapport aux autres. Parce qu'il par son poids, par le regard de toute la société. Parce que quand on voit un garçon ou une fille qui est en surpoids, c'est vrai qu'on n'a pas le même regard qu'un enfant qui ne l'est pas. Ouais. Oui. On va toujours leur tirer les joues. Voilà. De leur faire un petit geste, et peut-être ça peut passer les enfants. Exactement. J'avais juste envie qu'on reparle d'un point qu'on a parlé tout à l'heure. Vous avez dit, quand on était aux coulisses, qu'il y a un point très important que vous lui accordez beaucoup d'importance en tant que coach, c'est de ne jamais crier sur les enfants. Ouais. Oui. Voilà, ça c'est très important. Parce que pour eux, le sport, ça reste un jeu à cet âge-là. Ils le considèrent comme un jeu. C'est un moyen de sortir un peu de, comment dirais-je, de sa routine. Voilà, de la routine. Oui. Donc, عنده المسيد, عنده toute la journée, les parents في الدار روح تقرا روح دير. Donc, le sport hadaya, ça va être un moyen pour qu'il décompresse, pour qu'il change d'air, pour passer un bon moment. Voilà, donc, si pour faire sa séance, on lui crie encore dessus, à ce moment-là, il ne va pas réellement apprécier. En fait, c'est tout un programme. Donc, il va y avoir l'alimentation, en même temps, il va y avoir le sport. Donc, oui. C'est toute une équipe qui doit suivre cet enfant. Et justement, la question revient, c'est est-ce qu'on peut faire un régime alimentaire à un enfant? Non. Avant de parler de ça, je voudrais juste ajouter quelque chose. Il a bien dit que le sport, c'est un jeu pour l'enfant. C'est-à-dire l'enfant, on n'a pas à lui dire tu vas faire du sport pour perdre du poids. Voilà. Non. Tu vas t'amuser. Tu vas t'amuser. Et puis, vous savez, les enfants qui bougent à la maison et tout, c'est de l'énergie qui est perdue. Et souvent, voilà. Et puis, la sédentarité existe chez certaines familles aussi qui ne bougent pas du tout. Exactement. Qui ne bougent pas du tout. Moi, je leur dis, la moindre des choses,
c'est que l'enfant aille à l'école à pied. Même ou bien le laisser faire une partie de la... Chose qu'on ne voit pas ces derniers temps. Même on se gare pratiquement en double fil, juste à côté de la porte, avec un petit sachet de goûter. Voilà, et pas n'importe quel goûter. Hein. Non, pas du tout, pas du tout. Alors si on revient à la nutrition. Oui, régime. Alors, nutritionniste pour l'enfant qui est en surpoids, c'est dans les cas exceptionnels. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'enfant avec le nutritionniste, il risque de rentrer dans un cercle vicieux. Il commence à grandir, à savoir qu'il y a eu une nutritionniste qui l'a orienté dans sa alimentation et on risque d'avoir après un certain âge, à l'adolescence surtout chez les filles. Oui. À l'adolescence, la fille qui va se priver de tout pour garder cette ligne et tout, et c'est des enfants qui font des anémies, qui font des carences et tout. Qui peut, on va dire, peut-être conduire à la boulimie ou à l'anorexie. À l'anorexie, oui, exactement. Alors, le nutritionniste pour un enfant qui est en surpoids, c'est quand on n'arrive pas du tout à gérer avec la famille, je ne dirais pas un régime alimentaire, mais un programme. Un programme alimentaire, parce qu'il y a des familles avec qui on ne peut pas. On ne peut pas, parce qu'au juste, ils sont convaincus que c'est normal. Je dirais aussi, moi j'ai vu des familles, je le dis, c'est pas méchant, j'ai des familles obèses qui ramènent leur enfant, et automatiquement, il y a la maman qui est obèse, le petit, il a 3 ans, il est comme un minuscule, comme Kirikou devant elle. Et elle nous dit qu'il ne mange pas, il est petit. Quand on prend le poids et la taille, il est normal pour son âge. Ah oui. Et on n'ose pas lui dire il est petit par rapport à vous. Oui, c'est vrai que c'est pas évident à... C'est pas du tout ça. Parce qu'ils ont en tête que pour être en bonne santé, peut-être qu'il faut être en surpoids. Oui. Voilà, et du coup, pour eux, une personne qui n'est pas en surpoids n'est pas en bonne santé. Moi, j'accepte un peu le surpoids, pas vraiment pathologique. Je l'accepte durant, par exemple, la première année. Et c'est pour ça que d'ailleurs la cour d'IMC en première année, elle augmente. Parce qu'après la première année, il va y avoir beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup d'événements qui font faire perdre du poids à l'enfant. Il restera dans les normes. Oui. Il restera dans les normes. Et c'est pour ça, moi, je me dis, l'important, c'est la courbe de poids et de taille, l'IMC, et l'important, c'est de surveiller le rebond. Là, on a dit, le rebond, c'est le poids le plus bas de l'IMC. De l'IMC à l'âge de 6 ans. Alors, quels sont les risques à long terme, on va dire, si un enfant en surpoids fait un sport qui ne lui convient pas? C'est-à-dire? C'est-à-dire, il est en surpoids. Il y a certains sports qu'on ne peut pas proposer à des enfants en surpoids pour éviter les risques de blessures, par exemple. Déjà, est-ce que vous pouvez déjà nous citer quels sont les sports à éviter quand on est en surpoids, quand c'est un enfant? Les sports contre-indiqués. L'enfant, ça reste, comme j'ai toujours dit, ça reste un jeu. Donc on peut pas être sur une intensité qui peut provoquer des blessures. Oui. On peut toujours surveiller l'enfant quand il est en train de faire l'exercice, par exemple, pour qu'il le fasse correctement. C'est ça. Mais pour priver certains enfants d'un sport qu'il veut lui-même, on ne peut pas faire ça. Parce qu'il faut l'accompagner. Exactement. Il faut un suivi, il faut un accompagnement des parents et du coach en même temps. Oui. Donc on ne peut pas priver un enfant de certaines disciplines, par exemple. Par exemple, il aime faire le judo. Oui. Sachant que le judo fait les chutes, donc on ne peut pas le priver de ça. Oui. Parce qu'à cet âge-là, il y a un programme. Il y a des éducateurs maintenant qui sont diplômés et tout. Donc, dans un programme, il y a un programme, par exemple, quand on parle de judo ou là d'un sport des arts martiaux et tout, il y a un suivi, il y a un programme annuel. Donc, l'enfant, n'inibda jusqu'à la fin d'année, oui, n'ihbs. Et c'est par catégorie en même temps. Exactement. Donc, il n'y a pas de risque de contact méchant ou là, de contact dur. Ou là. Donc, il y a toujours des jeux, il y a toujours... Donc, le judo, ou là, le sport en général qu'on doit faire, ça reste... Il y a des matériels, il y a un matériel pédagogique, il y a des jeux, donc c'est toujours le sport adapté selon la catégorie qui m'appelle et selon l'individu. D'accord, très bien. Et quels sont les risques justement si un surpoids chez un enfant n'est pas pris en charge? Quels sont les risques à court ou à long terme? Vous savez, s'il n'y a pas d'antécédents familiaux, comme on l'a dit, oui. Vu que c'est génétique,
il n'y a pas de grand risque. C'est-à-dire l'enfant, il ne fait pas de maladie cardiovasculaire, par exemple, là, pour son surpoids. C'est quand il devient adulte qu'il peut avoir ce risque. Donc le risque le plus important, moi je me dis, c'est le risque psychologique qui s'aggrave, qui peut entraîner l'échec scolaire. Vous imaginez les petites fillettes, surtout les petites fillettes qui sont obèses et qui a 8 ans et en période de fête, quand ils vont pour leur acheter des vêtements, les vêtements de 8 ans ne vont pas à elles, les autres c'est un modèle pour des filles plus âgées. Donc c'est un peu compliqué. Généralement, c'est les couturières qui règlent tout ça. Alors, avant de continuer, nous avons un appel. Nous avons Jamel qui nous appelle de Bouinen. Jamel, bonjour. Allô? Allô, allô? Allô, oui. Oui, bonjour Jamel. Bonjour. Alors, vous voulez nous poser une question ou alors témoigner? Madame, s'il vous plaît, est-ce que je peux exprimer en arabe? Oui. Bien sûr, vous pouvez vous exprimer. Mais bien sûr, بالعربية. تفضل. الله ينورك من فضلك. Bon, أنا عندي بنتي, elle a 18 mois. Oui. Dernièrement, ديناها البيدياتر هنا في بوينان. كان تسعى ليتو كي شغل عندها ان ديبي د لازم ايتو. مي البيدياتر هذيك كي شافتها خلعت. خلعت قالت لي لو بوا تاعها مسيو فريمون ديباس لاج تاعها 15 كيلو على 80 سنتيمتر في الطول تاعها. نقول لك الصح انا ماهوش عاجبني الحال. داكور، وعلاش ماهوش عاجبك الحال؟ ماهوش عاجبني الحال باسكو سي با نورمال دابري البيدياتر، وانا بلا ما قريتش انا لا ميديسينيتو، مي ماهوش عاجبني الحال باسكو راني نشوف فيها بزاف 15 كيلو بور لا طاي بور تانيك لاج تاعها ماهوش عاجبني الحال. D'accord, راك خايفه عليها. Alors قلت لي فيها دير 15 كيلو 80 سنتيمتر. Donc le pédiatre il va nous dire si Ida c'est normal ou Ida il faut faire quelque chose. Est-ce que عندكم في la famille des personnes عندكم déjà des personnes اللي كانوا شويه جايبين روحهم؟ Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord. Pas du tout. وتاكل مليح شاك ريبا وكلش؟ تاكل الله يبارك، تاكل وتشرب الحليب بزاف. داكور. الحليب القرعه ما فريمون تشرب. تري بيان. تاكل بيان. بصحتها تري بيان. قلت لي 80 سنتيمتر 15 كيلو في عمرها 18 موا. نعم. مالا خلاص اقعد تشوف في ليميسيون معنا دوك يريبوندي لنا دكتور حبي. Oui, docteur Houbi. Alors pour 18 mois, le poids et la taille c'est un excès ici, mais il faut faire la cour pour voir l'IMC. Mais apparemment c'est un surpoids quand même. Un surpoids. Maintenant, il y a une chose importante, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut savoir annoncer. Oui. D'accord. Pour ne pas pousser le parent à s'inquiéter à appeler. Oui. Bah c'est vrai, c'est sa petite fille apparemment. Oui, elle a sa petite fille, Bento. Donc les grands-parents ils s'inquiètent encore plus. Ils s'inquiètent plus mes parents. Donc qu'est-ce qu'on pourrait lui dire en arabe pour qu'il puisse comprendre aussi. Donc هذا الطفل هذايا le poids ولا taille لازم نديروهم في لا كورب. Je pense que le pédiatre دار هذيك في لا كورب باش يعطي له l'IMC. Et vous savez, ce n'est pas très inquiétant. Pourquoi? Parce que quand on trace la courbe d'IMC, vous savez que moins de 3 percentiles, c'est être maigre, être faible. Entre 3 et 97 percentiles, c'est les normes. Donc vous voyez la fourchette des normes. Pourquoi? Parce que les gens sont différents. Et les enfants sont différents en âge, en sexe, en famille, en génétique et tout. C'est à partir de 97 cm, plus de 97 percentiles plutôt, qu'on commence à s'inquiéter et dire en surpoids. En surpoids. Donc, peut-être elle n'est pas arrivée à ce percentile, mais il y a une chose importante aussi, quand je veux annoncer un surpoids, il faut que je sois prêt aussi et que j'ai préparé ce que je vais lui dire, ce qu'on va faire, le programme que je vais faire. Voilà. Je ne peux pas, par exemple, dire à un enfant ou là aux parents, votre enfant est obèse et je m'arrête là. Oui. Il est obèse, ça veut dire que j'ai préparé déjà ce que je vais leur dire après. Il est obèse, on va essayer de faire ça, si vous êtes d'accord. D'accord. Donc, sinon, annoncer le diagnostic, c'est même pas la moitié.
c'est inquiéter plus les parents. Voilà, justement, parce qu'il était très inquiet, justement. Quand on annonce n'importe quoi, les parents, les parents et on bat. Il a dit باش تقول لي وليدي سمين ما عندكش هذه شايفه انايا مي دوكا واش يقدروا يديروا ما يديروا والو ما يتقلقوش بور لو مومون ماتونو الا عندهم في لا فامي اللي عندهم لي سمان وكلش كيقولوا لا فامي ما يشوفش غير باباها ويماها باباها يماها عمومها سي لا فامي الكبيره كامل فوالا لا فامي الكبيره الا عندهم هذوك ça veut dire que c'est un enfant كما قلنا اللي il sera surveillé chaque 6 mois كل 6 شهور يروح chaque 6 mois يروح ياخذ le poids ou la taille et l'IMC pour tracer la courbe et voir comment intervenir. Parce que là, apparemment, enfin, le petit, il prend trop de biberons. Bon, nous, on voit aussi des fois des mamans, que mon enfant, il prend je ne sais pas combien de biberons, ou les de biberons. L'enfant, quand on dit, mais je sais qui est armé le biberon, fait fumo. Oui, il faut comprendre d'abord. Qu'on le veuille ou pas. Oui. Hein? باش نربي ان enfant لازم نتعب نوضي مشي شويه bon je dis pas نوض كاين اللي بابا لو نوضو بصح oui c'est nouveau c'est nouveau oui دونك نوضي مشي شويه السهري معاه فوالا ماشي ترمي له البيبرون يولي لوتوماتيزم غير يبكي ومن بعد لو كور avec la nourriture ومن بعد لو كور يسابيتو يولي لو كور il demande d'accord Mais اليوم معليش يبكي وليدك نص ساعة ولا قاعدين معاه لعبي معاه je sais pas. C'est des mauvaises habitudes. Et c'est pour ça qu'on a parlé de l'environnement familial. Oui. On a aussi une habitude, je ne sais pas si ça concerne la petite fille de Jamel, et c'est pas mon but, mais on a aussi l'habitude pour les bébés, pour les faire dormir le soir, de rajouter les farines. Qu'on rajoute. Est-ce qu'on peut rajouter ce genre de farine ou pas? Est-ce que c'est conseillé, c'est déconseillé? Parce qu'on se dit, Yishba, Yurqud. C'est ce que tout le monde dit. Oui. Yishba, Yurqud, il ne se lèvera pas. C'est bon ou c'est mauvais? Ils essaient de le caler complètement. Voilà. Parce que c'est vrai, ce n'est pas facile. Avoir un enfant, ce n'est pas facile. Oui. Donc, mais je pense qu'il vaut mieux caler le petit nouveau-né sur le ventre de sa maman, de son papa, pour dormir, au lieu de le caler avec une farine. Les farines ne se donnent que pour les nourrissons qui sont en hypotrophie ou en carence. Les nourrissons qui se développent normalement, les farines ne sont pas éthiques. D'accord. C'est-à-dire à partir du moment où on commence une diversification, on la commence avec légumes et fruits, pas de farine. Ça, c'est l'ancienne méthode, farine. Alors, est-ce que c'est rattrapable? Par exemple, si mon enfant, je ne l'ai pas prise en charge depuis pendant l'enfance, est-ce que par exemple, pendant l'adolescence, c'est rattrapable ou c'est encore plus compliqué de rattraper ça pendant l'adolescence? Si c'est rattrapable, tant qu'il n'y a pas de génétique de famille d'obèses. D'accord. Sinon, l'enfant en surpoids ne veut pas dire adulte en surpoids après. D'accord. Quand il n'y a pas de génétique, vraiment, quand il n'y a pas de surpoids mais il y a des risques quand même. Il y a des risques, oui. Donc il faut une activité physique. Alors l'activité physique, moi, je me dis qu'il faut que les parents apprennent à laisser leur enfant bouger. Oui. Parce que, je ne sais pas, la maman, quand je rentre le soir, le temps de préparer le dîner, je ne sais pas si le téléphone ولا عطيله كاش حاجه ولا بصح ولدتي لازم يدور بين رجليك يجيب ديك تلعبي معاه sinon quoi ça sert d'être maman. Oui, c'est pas toujours évident. C'est clair que c'est pas toujours évident. On ne veut pas non plus culpabiliser les parents après une journée très difficile. C'est vrai qu'après une journée très difficile, mais il ne faut pas oublier que les enfants ont besoin de bouger, ont besoin de faire du sport, ont besoin de s'aérer. Il faut continuer. Donc pour un adolescent, est-ce que c'est plus simple de suivre un coaching avec un adolescent qu'un tout petit? Quand on a affaire avec un adolescent, c'est autre chose et c'est des autres paramètres. Parce que pour lui, faire de la jada, déjà il chauffe le il est grand. Donc il y a des fois il n'accepte pas le fait que Trolilou raconte surpoids, parce qu'on n'a pas affaire à un enfant de 5 ans, 6 ans. Donc on peut lui dire. Mais savoir comment lui dire aussi. Parce que l'adolescence, c'est un âge difficile, c'est un âge charnière où il se voit en tant qu'adulte, les parents le voient encore en tant qu'enfant. Exactement. Ils n'acceptent pas un peu les consignes les plus âgés parce qu'ils considèrent lui comme adulte. Hein. Ouais, donc dans cet âge-là, il faut vraiment être
Patient. Patient avec eux. Oui. Exactement. Il faut être patient avec eux. Au fin de l'âge là, donc l'enfant, il va choisir le sport. Donc, oui. on va l'orienter. Après, l'âge de l'adolescence, il va choisir qu'est-ce qu'il veut faire. Le sport qui l'arrange le plus. Que ce soit que ce soit sport. Donc, automatiquement, il faut être très délicat avec les cas. Ça marche. Si on reprend juste le point de l'adolescent, l'adolescence se prépare. Oui, exactement. C'est-à-dire, les parents ne laissent pas leur enfant arriver à l'âge de l'adolescence, il s'isole, il ne discute pas avec moi, l'adolescence se prépare. Il faut avoir cette complicité de la petite enfance et accompagner l'enfant. Cette complicité, c'est vrai qu'à l'adolescence, on aura des petites surprises, mais moins catastrophiques. Voilà, il faut communiquer avec ses enfants, c'est très important. Et tout de suite, nous allons passer à la rubrique de Wahida Selmchif, Wicher. Alors, Wahida. L'activité physique qui est importante pour le bien-être des enfants et des adultes aussi. Donc aujourd'hui, j'ai choisi quelques sports, quelques activités recommandées pour aider les enfants à maintenir un poids santé. Donc, parce qu'on parle de poids depuis tout à l'heure. Donc on commence par la première activité que le coach n'arrêtait pas d'inciter les parents à le faire, c'est les jeux en plein air. C'est très important d'encourager les enfants à jouer à des jeux en plein air, tout simplement, par exemple le football, on avait vu le saut à la corde, on peut aussi jouer à la course. Là, avec ses copains. Voilà. Exactement. Donc ça, c'est une activité. Oui. Au lieu de les retenir, c'est vrai il y a une génération de parents super protecteurs où dès que l'enfant commence à courir un petit peu, non, il va se faire mal, on couvre trop nos enfants, c'est vrai. Voilà. Alors qu'il faut savoir que ces activités permettent d'améliorer la condition physique et favorisent la dépense d'énergie. Surtout quand on a des enfants hyperactifs qui bougent, qui sautent un peu partout et qu'on a peur qu'ils nous cassent un vase ou une décoration à la maison, donc il vaut mieux les laisser sortir et s'amuser. Il y a aussi un sport qui est très important, c'est la natation. Donc c'est un sport complet qui sollicite l'ensemble des muscles du corps. Donc elle est douce pour les articulations et peut être pratiquée par les enfants de tout âge. C'est mon impression. Oui. On a l'impression que mais au final, parce que quand on passe une journée à la plage, le soir on est fatigué, c'est vrai, parce qu'on a sollicité tout le corps dans l'eau. Justement. Et on n'en s'en rend pas compte. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est que la natation aide à renforcer la capacité cardio-respiratoire et contribue à brûler des calories. Donc, plus il fait de l'exercice, plus il brûle des calories. On a remarqué aussi un autre truc, c'est que quand on est à la plage, les enfants demandent à manger plus. Tout le temps, oui. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Les adultes. Donc, pensez à prendre des repas équilibrés et préparer des petits repas à la maison au cas où les enfants vont avoir faim. Il y a aussi la danse. J'en parle souvent d'ailleurs. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre l'émission, c'est une activité amusante qui permet aux enfants de travailler la coordination, la flexibilité et l'endurance. Donc, les enfants peuvent maintenant s'inscrire dans des cours de sport, que ce soit des salles de danse modernes, contemporaines, traditionnelles. Donc, il y a tout type de danse. Ou tout simplement pour ceux qui ne peuvent pas, qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas et qui n'ont pas le temps. Donc, on essaie de trouver des solutions à toutes les situations. Mettre de la musique à la maison et laisser danser. On peut mettre la musique sur nos écrans parce qu'on est tout le temps branchés. Donc, mettez de la musique sur vos écrans. Hazmou, yallah. Faites des danses avec vos enfants. Qu'il y a aussi avec des chorégraphies, les mains en l'air et tout ça. Exactement. Maintenant, il y a des applications qui nous montrent, qui nous apprennent à danser. Voilà. Il y a même des jeux vidéo où il y a des pas de danse à faire avec des couleurs et tout. C'est très amusant et ça nous fait dépenser de l'énergie. Les arts martiaux. Je pense que le coach, vous êtes fan des arts martiaux. moi l'image que je n'aime pas, sincèrement, l'image que je n'aime pas, c'est que le vendredi matin, tous les enfants sont en kimono, filles et garçons. Et la fille, oui, c'est le sport de la fille. Parce qu'on veut leur apprendre à se défendre, voilà. C'est ça. Mais en ce moment, on voit de plus en plus de combats à la télévision, donc on parle beaucoup de tout ce qui est arts martiaux et les enfants sont impressionnés. D'ailleurs, on voit de très beaux athlètes, que ce soit des hommes ou des femmes, qui sont bien apprêtés, qui parlent bien, qui remportent des médailles, qui voyagent et les enfants, je pense qu'ils sont vraiment tentés par cette expérience. Donc, il faut savoir que le karaté, le judo ou le taekwondo ou d'autres arts martiaux offrent aux enfants une combinaison d'exercices physiques, de discipline mentale et de développement de la confiance en soi. Parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la prise de poids, du surpoids, donc l'enfant il perd sa confiance en soi. Il faut savoir que les arts martiaux les aident beaucoup à reprendre confiance en soi. Et aussi sur l'aspect mental, les arts martiaux ça aide beaucoup sur l'aspect mental parce que l'enfant a confiance en lui.
automatiquement. Donc, voilà. Il y a aussi le cyclisme. Donc faire du vélo, vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez cité, faire du vélo en famille ou bien tout seul, on peut acheter une petite bicyclette aux enfants. Donc c'est une activité qui peut être très amusante. Elle est adaptée à tous les âges, même quand il dépasse, même s'il est en adolescence ou préadolescence et qu'il n'a jamais fait de vélo, donc il peut le faire en quelques heures. On peut même utiliser des roues d'appui pour pouvoir le faire facilement et en sécurité. Voilà. Donc la pratique régulière du vélo peut aider à améliorer l'endurance cardiovasculaire et à renforcer les muscles des jambes. Et on perd un peu de kilos si on fait du vélo, n'est-ce pas, coach? Oui, bien sûr. Ça reste toujours dans la perte du poids. Voilà. Et brûler des calories. Renforcement musculaire aussi, oui. Exactement. Il y a aussi la gymnastique. Donc, elle offre une variété d'exercices qui aident à renforcer les muscles, bien sûr. Donc, la souplesse, l'équilibre, mais aussi la coordination de l'enfant. Donc, généralement, les enfants peuvent pratiquer soit la gymnastique artistique ou tout simplement rythmique ou acrobatique. Donc, on peut s'inscrire dans différentes salles pour pouvoir la faire. Il y a aussi l'escalade. C'est un sport qui est un peu nouveau ici. Mais j'ai remarqué que de plus en plus, il y a des annonces de salles qui le proposent. Justement, il y a même une association, je crois, qui fait ça, mais c'est à partir de 8 ans, je pense, voilà, où on peut faire de l'escalade. À partir de 8 ans, mais en fait, ils peuvent faire des petites exceptions quand l'enfant il est un peu plus... À une certaine hauteur. C'est en hauteur, voilà. D'accord. Donc l'escalade est une activité stimulante qui développe la force musculaire et la coordination et la confiance en soi des enfants. Merci. Voilà. C'était la dernière. Voilà. Vraiment sortir, faire de l'activité, que ce soit à l'extérieur ou et se rappeler notre enfance, parce qu'on jouait à la marelle, on jouait à la corde, tout ça, et faire la même chose avec nos enfants, parce que c'est important aussi, l'activité physique. Les jeux actifs sont très importants. La corde, c'est important. Oui, la corde, bien sûr. Peut-être son dîner, maintenant, on achète une corde et on l'a pour l'enfant. Exactement. Et on peut la customiser à la maison avec des couleurs et tout ça, lui faire la corde des super-héros qu'il aime. Il faut que les parents, en particulier les mamans, apprennent à supporter plus leur enfant à la maison. C'est pas toujours évident. On va dire que c'est pas que c'est pas toujours évident, mais quand on a une longue journée où on a beaucoup de travail, et puis quand on rentre à la maison, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. Il faut préparer les tenues de demain, il faut préparer le manger, s'occuper de pas mal de choses. C'est vrai qu'on a tendance à mettre les enfants sur les écrans, mais il faut se rattraper pendant les week-ends. On a toujours les week-ends pour se rattraper. De la vie familiale. Exactement, profiter de la vie familiale. Exactement, c'est très important, la santé avant tout. Merci encore, alors je rappelle, Dr Abdelkrim Houbi, vous êtes pédiatre, merci pour votre participation. Merci à vous. Monsieur Moustapha Belli, vous êtes coach sportif et éducateur sportif, merci pour votre participation aussi. Wahida, merci encore pour tes petits sports super intéressants, merci beaucoup. On se retrouve... On bouge, reste en activité. Oui, manger, bouger. Voilà, manger, bouger. Manger sainement surtout. Pas de chips, pas de bonbons et pas de chocolat. Enfin, une fois de temps en temps, pourquoi pas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée avec les programmes de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Et on se donne rendez-vous demain à 10h30 sur Canal Algérie.